Alors, bienvenue à nouveau dans le cadre de cette 6e séance qui sera qui sera consacrée, aux effets de la conclusion du mariage. Et à ce titre, il convient de remarquer que ces effets varient selon que le mariage est valablement conclu ou ne l'est pas. Alors, chacun de ces variantes sera traité dans le cadre d'un paragraphe. Et le premier sera relatif au mariage valide. Alors, on peut le définir comme un acte, ou bien on peut qualifier un acte de mariage comme valable lorsque les éléments requis pour sa constitution sont réunis, il satisfait aux conditions de validité prévues par le Code et n'est entaché d'aucun empêchement. À ce titre, je vous conseille de lire les articles 4 et 10 du Code de la famille. Pour les effets du mariage dit valide, par référence à l'article 50 du Code, le mariage est valable, ou bien le mariage valable produit des effets à titre de droit et de devoir à l'égard des deux époux, des enfants et des proches. Maintenant, pour les effets à l'égard des conjoints. À ce titre, le Code énonce non seulement les droits et les devoirs réciproques des deux époux, mais aussi prévoit les mesures auxquelles peuvent recourir au cas d'inobservation des dispositions légales, pour les droits et les obligations réciproques. Entre la révolution et la stabilité, le Code de la famille se trouve en mi-chemin. Alors, parlant de la stabilité, le mari est toujours tenu d'entretenir sa femme et ses enfants. Et en effet, cette règle qui a été prévue dans l'article 115 de l'ancien Moudawana trouve application à travers les articles 194 et 195 du nouveau Code de la famille qui maintient clairement cette obligation à la charge de l'époux. Aussi, le mariage et la parenté sont toujours considérés comme source de droit à la pension alimentaire. À défaut, l'article 102 du Code de la famille donne à la femme la faculté de demander le divorce pour défaut d'entretien, ce qui confirme l'idée que le mari n'est pas dégagé de son devoir d'entretien et qu'il ne peut demander en justice que sa femme qui a du travail ou bien qui travaille ou bien qui a une rente quelconque assume cette charge à sa place. En ce qui concerne la révolution ou bien l'évolution du Code du travail, à ce stade, on peut dire sans hésitation que le Code a fait sa révolution contre l'esprit qui régnait dans l'ancien Moudawana. Celle-ci ne considérait pas les époux comme partenaires, car la relation du mariage ne produisait pas pour eux les mêmes effets, et avec l'ancien texte, ou bien avec les anciens textes, le mariage avait certes certains effets communs aux deux époux, mais leurs droits et obligations n'étaient pas symétriques et il n'y avait aucun devoir mutuel d'entraide et d'assistance. C'est-à-dire que la femme avait automatiquement le droit de demander le divorce pour indigence du mari, même si elle avait une fortune personnelle. Aussi, par le mariage, la femme engageait sa personne, c'est-à-dire l'obligation de fidélité, devoir d'obéissance, respect des parents du mari et ainsi de suite, alors que le mari engageait ses finances, devoir d'égalité entre les époux en cas de polygamie, devoir d'entretien et ainsi de suite. C'est pourquoi on pense que la liste dressée par l'article 51 du Code est loin d'être exhaustive. Elle constitue, à mon sens, un résumé des conditions nécessaires pour la constitution et le maintien d'une famille solide.
C'est ce qu'on peut déduire de la lecture de cet article qui exige des époux ce qui suit. D'abord, la cohabitation légale qui implique les bons rapports conjugaux, la justice et l'égalité de traitement entre les épouses, et en cas de polygamie, la pureté et la fidélité mutuelle, la vertu et la préservation de l'honneur et de la lignée. 2. Le maintien de bons rapports de la vie commune, le respect, l'affection et la sollicitude mutuelle ainsi que la préservation de l'intérêt de la famille. 3. La prise en charge par l'épouse conjointement avec l'époux de la responsabilité de la gestion des affaires du foyer et de la protection des enfants. 4. La concertation dans les décisions relatives à la gestion des affaires de la famille, des enfants et de planning familial. 5. Le maintien par chaque conjoint de bons rapports avec les parents de l'autre et ses proches avec lesquels existe un empêchement au mariage, en les respectant, les rendant visite et en les recevant dans les limites des convenances. 6. Le droit de chacun des époux d'hériter de l'autre. À souligner enfin que même si l'article 51 ne le prévoit pas, le divorce est un droit, notamment en cas d'inobservation des devoirs par l'une ou des deux parties. Maintenant, en ce qui concerne le cas d'inobservation des devoirs. À ce titre, le Code accorde à la partie lésée le droit de recourir à la justice. Deux situations sont traitées dans ce cadre: l'expulsion abusive du foyer conjugal et la demande de discorde. Pour le premier, le Code consacre le droit de retour au foyer. Il est courant que la mésentente entre les conjoints pousse l'un à quitter le foyer conjugal. Pire, parfois l'un des époux recourt à la force pour expulser son partenaire. À ce titre, pour préserver un droit constitutionnel fondamental, le droit à la sécurité, le droit à la sécurité, l'article 53 du Code permet à la victime de cet abus de demander au ministre public de lui garantir non seulement le retour au foyer, mais aussi de prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour garantir sa protection et sa sécurité en général. Alors, pour la demande de discorde, étant aussi l'une des formes du divorce, à ce titre, l'article 52 du Code autorise à l'une des parties de demander la résiliation du contrat de mariage à une double condition. D'abord, il faut que le partenaire persiste à manquer à ses obligations, ce qui implique donc une continuité d'inexécution du contrat de mariage ou bien des obligations découlant du contrat du mariage, et il lui faut en plus de présenter une demande d'exécution de discorde comme est prévu dans les articles 94 à 97 du Code. Aussi, il convient de se référer à l'article 259 du TOC qui permet à la partie qui a mis en demeure le débiteur récalcitrant de poursuivre l'exécution ou de demander la résiliation en plus des dommages et intérêts. Et je vous recommande de lire l'article 259 du DOC. Maintenant, quant aux effets à l'égard des enfants et des proches, des conjoints, on abordera, pour l'expliquer, on abordera successivement les effets à l'égard des enfants et les effets à l'égard des proches. En ce qui concerne les effets à l'égard des enfants, il convient de souligner qu'en droit marocain, l'enfance est dotée d'une importance particulière.
C'est pourquoi l'alinéa 5 de l'article 54 du Code exige à l'État de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer la protection des enfants, de garantir et de préserver leurs droits. Aussi, en plus des devoirs ordinaires reconnus à tous les enfants, une protection particulière est garantie à des catégories spécifiques d'enfants. Or, dans l'une et l'autre cas, le législateur a chargé le ministère public de veiller au respect des dispositions relatives à la protection de l'enfance. Parlons maintenant des devoirs généraux, qui sont les droits autrement dit, des droits généraux de l'enfant. En vertu de l'article 54 du Code, les parents sont tenus à l'égard de leur enfant de 1. Assurer leur protection et veiller sur leur santé depuis la conception jusqu'à l'âge de la majorité. 2. Établir et préserver leur identité, notamment par le nom, la nationalité et l'inscription à l'état civil. 3. Garantir la filiation, la garde et la pension alimentaire qui est réglementée dans le livre 3 du Code et qui sera traité dans le cadre de la deuxième partie. 4. Veiller à l'allaitement au sein par la mère dans la mesure du possible. 5. Prendre toute mesure possible en vue d'assurer la croissance normale des enfants, et ce en préservant leur intégrité physique et psychologique et en veillant sur leur santé par la prévention et les soins. 6. Assurer leur orientation religieuse et leur inculquer les règles de bonne conduite et les nobles idéaux qui favorisent l'honnêteté dans la parole et l'action et écartent le recours à la violence préjudiciable au corps et à l'esprit, et s'abstenir en outre de ce qui est de nature à compromettre les intérêts de l'enfant. 7. Leur assurer l'enseignement et la formation qui leur permettent d'accéder à la vie active et de devenir des membres utiles de la société et créer pour eux, autant que possible, les conditions adéquates pour poursuivre leurs études selon leurs aptitudes intellectuelles et physiques. Pour les devoirs spécifiques, en plus des parents, l'État est tenu à son tour de jouer un rôle pour protéger l'enfance. À ce titre, la distinction principale porte sur l'état de l'enfant, c'est-à-dire le degré de protection varie selon qu'il est handicapé, orphelin ou subissant le divorce de ses parents. En cas de décès ou bien de divorce des parents. À ce titre, les alinéas 2 et 3 du Code stipulent qu'en cas de séparation des époux, les devoirs qui leur incombent sont répartis entre eux, conformément aux dispositions prévues en matière de garde. Or, en cas de décès de l'un des époux ou des deux, les devoirs précités sont transmis à la personne devant assurer la garde de l'enfant et au représentant légal dans les limites de la responsabilité dévolue à chacun d'eux. En cas d'handicap, à ce titre, il convient de noter que pour l'enfant handicapé, l'alinéa 4 du Code lui accorde, en plus des droits précités, un droit à une protection spécifique compte tenu de son état, notamment à un enseignement, à une qualification adaptée à son handicap en vue de faciliter son insertion dans la société. Pour les effets à l'égard des proches,
Même si l'article 55 du Code se limite à citer les effets relatifs aux empêchements au mariage pour cause d'alliance, d'allaitement ou de simultanéité, l'utilisation du mot « tel » implique que cette liste n'est pas exhaustive. En effet, les proches des deux conjoints jouissent de plein droit de quelques prérogatives, notamment de succession et de préemption, et peuvent aussi se voir opposer des obligations, notamment la garde des enfants. Et ceux-ci feront l'objet de la deuxième partie de ce cours relatif aux liens de parenté. Maintenant, on va parler du mariage invalide qui est traité dans le cadre du second paragraphe de cette section. Pour ce type de mariage, l'article 56 du Code distingue entre le mariage nul et le mariage vicié. Pour le mariage nul, avant de voir ses effets, il convient de préciser le cas ou bien les cas où ce mariage sera qualifié de nul. Pour ces cas qui sont prévus à l'article 57 du Code, le mariage est nul. 1. Lorsque l'un des éléments visés à l'article 10 du Code fait défaut. Et à noter cependant que cet article fait référence au consentement mutuel, c'est-à-dire l'offre et l'acceptation en arabe, l'ijab et qaboul des deux parties. Et les éléments du mariage sont prévus à l'article 4. Ces éléments sont relatifs, ou bien cet article exige que les deux époux soient un homme et une femme, c'est-à-dire ne sont pas du même sexe, un consentement mutuel de ces deux, et que le but du mariage soit aussi licite. Et à ce titre, le Code exige l'avis dans la fidélité, c'est-à-dire l'existence d'une intention des deux parties de vivre dans la fidélité réciproque, la pureté et la fondation d'une famille stable. 2. Lorsqu'il existe entre les époux l'un des empêchements au mariage. Et 3. Lorsque les consentements des deux parties ne sont pas concordants. À noter cependant que la sanction de nullité doit être prononcée par le tribunal dès qu'il en a connaissance, c'est-à-dire une saisine d'office par le tribunal ou à la demande de toute personne intéressée ou bien concernée. Maintenant, pour les effets du mariage qui est considéré comme nul. Contrairement au DOC qui n'assortit les obligations nulles de plein droit d'aucun effet, et à ce titre, il faut se référer à l'article 306 du DOC qui prévoit que l'obligation est nulle de plein droit lorsqu'il manque des conditions substantielles de sa formation et lorsque la loi en édicte la nullité dans un cas déterminé. À noter que le Code de la famille distingue dans son article 58 entre le cas où le mariage est consommé et dans le cas où il ne l'est pas. Pour le cas où le mariage est consommé, à ce titre, l'article 58 alinéa du Code prévoit que ce mariage produit des effets à l'encontre de la femme seule et dont droit au sadak et entraîne l'obligation de l'estébra, c'est-à-dire la retraite ou la continence. Et à l'égard des deux époux et de l'enfant, et ce dans le cas où le mariage a été conclu de bonne foi, et dans ce cadre, il produit également le droit à la filiation et entraîne les empêchements au mariage dus à l'alliance. En cas de non-consommation du mariage. À ce titre, en vertu de l'article 306 du DOC, l'obligation nulle de plein droit ne peut produire aucun effet,
sauf la répétition de ce qui a été payé indûment en exécution de cette obligation. Donc, la sanction sera la résolution du contrat et, par conséquent, les parties reviendraient à la situation d'avant-contrat. Alors, en application de cet article, tous les biens qui ont été accordés par l'un des époux à l'autre doivent lui être restitués, sauf faute de sa part, bien sûr. À titre d'exemple, la femme doit restituer la dot et les autres biens qui lui ont été attribués à ce titre. Pour ou bien en ce qui concerne le mariage vicié, elle est définie au terme de l'article 59 du Code lorsque l'une des conditions de sa validité n'est pas remplie. Cependant, contrairement au mariage nul, le mariage vicié peut être validé en procédant à la régularisation de la situation. Et à ce titre, avant de voir les effets de ce mariage, il convient de citer les situations qui permettent de le qualifier ainsi. Alors, la viciation du mariage. Ces cas sont prévus respectivement dans les articles 60 à 62 du Code. Il s'agit, selon le cas, des actes volontaires, soit des actes involontaires. Pour les actes volontaires, on peut citer à ce titre les cas où les parties ont convenu à supprimer le sadaq en vertu de l'article 60, où ils ont assorti leur consentement à un délai ou à une condition suspensive ou résolutoire contrairement aux finalités du mariage et de l'ordre public en vertu de l'article 62. Et enfin, lorsque l'époux vise à rendre licite la reprise de l'ex-épouse en mariage par son mari précédent après 3 divorces successifs en vertu de l'article 61. Pour les actes dits ou bien qualifiés d'involontaires, ils sont prévus principalement à l'article 61 du Code et ces actes sont qualifiés d'involontaires car l'une des parties n'a pas de consentement soit à cause de maladie, comme est prévu à l'article 54 du DOC, soit à cause de minorité ou bien d'incapacité, et ces conditions sont déjà traitées. Alors, il s'agit en principe des cas suivants. Lorsque le mariage a été conclu sans tuteur matrimonial, le wali, et ce dans le cas où sa présence est exigée par le Code, ou lorsque le mariage est conclu alors que l'un des époux est atteint d'une maladie réputée mortelle, à moins de rétablissement du conjoint malade après le mariage. Pour les effets du mariage vicié, à ce titre, aussi on doit faire la distinction entre le cas où le mariage est consommé ou non, pour le cas de résiliation avant la conciliation. Selon l'article 64 du Code, ce mariage ne peut produire aucun effet. Aussi, l'article 60 du Code prévoit que, dans ce cas, la femme perd son droit au sadaq. Pour la résiliation après consommation du mariage, selon l'article 60 du Code, le mariage peut être validé moyennant le sadaq de parité que le tribunal fixe en fonction du milieu social de chaque époux. Toutefois, selon l'article 63 du Code, le conjoint qui a fait l'objet de contraintes ou de dol qui l'a amené à accepter le mariage ou de faits expressément stipulés comme condition dans l'acte de mariage peut demander la résiliation du mariage avant ou après sa consommation dans un délai maximum de 2 mois. Le conjoint lésé peut réclamer en outre un dédommagement. Enfin, il convient de signaler qu'il sera déclaré valide
le divorce survenu dans le cas ou bien les cas précédents avant le jugement prononçant la résiliation du mariage, en vertu de l'article 61 alinéa 2. Et c'est ce qu'on peut dire ou bien ce qu'on peut traiter dans le cadre de ce premier titre relatif à la conclusion du mariage. Et notre second titre, le second titre de cette partie, sera consacré à la dissolution du mariage. À la prochaine séance, Inch'Allah, et je vous remercie pour votre attention.